Je pense qu'aujourd'hui, il y a une ambivalence dans la société qui est que les gens ne détestent absolument pas les maths, contrairement à ce que parfois même eux-mêmes disent. Il y a plutôt une certaine forme de curiosité vis-à-vis des maths, peut-être une forme d'appréhension ou des souvenirs douloureux, mais il y a une vraie fascination, à mon avis, à ce niveau-là. Et c'est quelque chose sur lequel il faut surfer pour essayer de rendre finalement la vie de tout le monde plus agréable, parce que si les gens apprécient plus une discipline, ils l'apprendront mieux. S'ils l'apprennent mieux, ils auront plus de compétences. Et je trouve que toutes les démarches qui consistent à montrer que les maths existent hors de l'école sont des démarches qui sont très importantes. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Vous écoutez la seconde partie de mon entretien avec Hugo Duminil-Copin, professeur à l'Université de Genève, professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques et médaillé Fields. Dans l'épisode précédent, Hugo est revenu sur son parcours, du lycée à son poste actuel, en passant par ses années en classe préparatoire et à l'École normale supérieure de Paris. Il nous a, entre autres, raconté le déclic qui a changé son approche des maths et comment ça l'a orienté vers la carrière qu'il mène aujourd'hui, ou encore décrit comment il a surmonté les difficultés quand il y a été confronté pour la première fois dans le cadre de ses études. Dans cette seconde partie, on continue à revisiter la carrière d'Hugo en revenant sur sa médaille Fields. Dans quelles conditions il l'a obtenue, quelles conséquences ça a eu sur sa carrière et comment il a vécu le tourbillon médiatique qui s'en est suivi. Ce sont des points que l'on abordera lors de notre discussion. On parlera également de sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques. Enfin, on discutera de son rapport à la diffusion des sciences vers la société de façon générale et on s'attardera sur son rôle d'ambassadeur de la maison Poincaré, premier musée de mathématiques en France, qui ouvrira ses portes en septembre et dont j'ai moi-même également l'honneur d'être ambassadrice. Sa carte blanche est d'ailleurs connexe à ces questions car, dans celle-ci, il nous parlera de ce que cette année lui a appris quant au fait de préparer et donner des exposés grand public et de ce qu'il en a tiré pour donner des exposés à ses pairs. C'était une conversation très agréable et extrêmement riche que je suis ravie de vous faire découvrir. L'épisode reprend au moment où Hugo venait de finir de nous expliquer ses travaux durant sa thèse. Bonne écoute! Ok. Très bien, merci pour cette partie sur ta thèse. Donc, je reviens, on fait des allers-retours, je reviens dans ta vie de chercheur. Donc, on en était à ton poste de professeur permanent à l'IHES que tu as accepté, donc tu occupes depuis 2016. Et donc, 2022, comme je le disais dans l'introduction, médaille Fields. Ah bon? Oh, wow, super. Je suis ravie d'être celle qui te l'apprend. Ouais, bah, écoute, c'est un plaisir. Mais donc, je suis stressée un peu alors du coup. Donc du coup, on en a déjà beaucoup parlé, mais si je peux juste refaire un petit peu un topo dessus. Donc c'est considéré comme l'une des, je dirais, 2 plus hautes distinctions en mathématiques, parce qu'il y a quand même aussi le prix Abel. Donc la médaille Fields a cette particularité que elle ne s'adresse qu'aux mathématiciens de moins de 40 ans. Alors que le prix Abel, lui, au contraire, il vient plutôt récompenser toute une carrière, et donc c'est plutôt en général des mathématiciens plus âgés qui la reçoivent. Et donc, souvent, on a quand même tendance à dire que la médaille Fields, c'est l'équivalent du Nobel, puisque, je rappelle, il n'y a pas de prix Nobel de maths. Alors que ça ne fonctionne pas exactement pareil, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une analogie qui est un peu... En fait, le vrai analogue du prix Nobel, c'est clairement le prix Abel. Il a été construit, même dans le nom d'ailleurs, ils ont été malins, je ne sais pas si c'était volontaire, mais clairement, il y a une volonté de mimer ce qui se passe dans les autres disciplines, donc quelque chose qui récompense la fin de carrière, pour l'ensemble de la carrière, etc. Le prix le plus prestigieux, par contre, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on clairement, dit ça. Voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, le prix Abel n'a pas la même notoriété que la médaille Fields. Il est plus récent aussi, non ? Exactement, il date de 2001, je pense. Oui. D'ailleurs, c'était Jean-Pierre Serre, donc un Français qui a été le premier primé, plus jeune d'ailleurs, récipiendaire de la médaille Fields. Oui, donc lui, il a eu les 2. Oui, lui, il a eu les 2. Tant qu'à faire. N'est-ce pas? Oui, et puis il n'a pas eu que ça. Je crois que si on regarde la liste des... mais donc la médaille Fields est le prix qui a la plus grande notoriété. Il a cet intérêt, moi je trouve que c'est un intérêt, les gens le critiquent beaucoup, moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir un prix qui récompense avec une limite d'âge,
Après, elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'il faudrait une adaptabilité en particulier pour être plus inclusif vis-à-vis des femmes, de la parentalité, etc. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Mais l'idée de récompenser des gens jeunes a l'avantage de créer des modèles. Malheureusement, hein, moi je pense pas que les modèles devraient forcément être les gens qui reçoivent des prix parce que c'est des prix d'excellence scientifique. Ça veut pas forcément dire que c'est des gens qui sont aptes. Moi, ça a été un vrai questionnement l'année dernière quand j'ai appris ça, parce qu'en plus, on a le temps de méditer. Hein. On apprend qu'on a la médaille Fields à titre personnel. Je l'ai appris en janvier. Hein. Ah, c'était une question que j'allais te poser, Oui, ouais. je l'ai En fait, appris vous le en savez janvier. avant. En D'accord. janvier, donc alors qu'elle était donnée en juillet. D'accord. Donc, on a le temps de méditer sur à quel point on va être nul, mais parce que en fait, il y a ce truc, c'est un prix qui est vraiment exclusivement donné sur la qualité de la recherche. Or, la conséquence immédiate de ce prix, c'est vous allez devoir, quand même, soyons honnêtes, représenter la discipline oui. dans la société, quoi. On l'a vu beaucoup avec Cédric Villani qui a pris cette tâche très à cœur. Oui. Et c'est en fait c'est une réalité aujourd'hui, surtout en France, plus que dans d'autres pays, où on peut être amené à faire beaucoup de médias, à aller beaucoup donner des exposés grand public, etc., etc. Oui. Et donc Oui, là, tu deviens une sorte d'ambassadeur, hein, quand ambassadeur des voilà, bon, je me mathématiques. fais taper sur les doigts quand, enfin, les mathématiciens, mathématiciennes ne sont pas tous contents de ce genre de termes, mais oui, c'est vrai que globalement, on est d'accord que les gens de la société civile vont se tourner vers les quelques médailles Fields, vers les quelques personnes avec des prix pour commenter la vie mathématique, en fait. Donc oui, on se retrouve comme ça. Moi, j'ai donné énormément d'exposés grand public cette année. Bon, j'apprécie aussi beaucoup ça. Je trouve que c'est quelque chose d'utile, donc je prends le temps de le faire. Beaucoup de médias. Et donc ça a été un vrai questionnement, hein, un peu même la panique, quoi. Punaise, alors super, je sais démontrer des choses sur la percolation dépendante en dimension 4, mais est-ce que maintenant j'ai envie de me retrouver sur France Inter parler, à commenter la dernière annonce politique sur les mathématiques Cédric, est-ce que tu veux bien continuer, s'il te plaît, à y aller? Non, donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté là-dessus. Mais par contre, le truc que je trouve intéressant, c'est que je trouve franchement que c'est quand même intéressant que ce soit quelqu'un entre 30 et 40 ans qui le fasse, plutôt que quelqu'un qui a 80 oui, ans. d'accord. Non, Alors bon, on a de la chance au niveau du prix Nobel de physique. Alain Aspect est quelqu'un qui a une énergie incroyable, qui parle extrêmement bien. Donc là, on a de la chance, mais ça reste une personne plus âgée, et pour les jeunes en particulier, ça va donner un modèle, mais différent. Je trouve que ça entretient cette idée assez romantique finalement du chercheur ou de la chercheuse. Et je trouve ça très intéressant, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce complémentaire qui est un peu peut-être moi, quand je vais parler à des jeunes, ils voient quelqu'un de normal, quoi. Ils voient leur papa ou leur maman, voir s'ils sont lycéens, quelqu'un de plus jeune. Ouais, ça peut leur parler, ils peuvent s'identifier aussi, et ça apporte quelque chose de complémentaire. Et je trouve que c'est bien que les mathématiciens et mathématiciennes continuent à se borner à ce truc un peu arbitraire. De toute façon, les prix, ça récompense jamais les meilleurs. Enfin, je veux dire, si, ça récompense peut-être certains des meilleurs, mais il y en a d'autres qui passent à travers de toute façon. Je peux vous garantir que j'aurais pu vous changer la liste des 4 gagnants de l'année dernière, j'aurais pu vous en mettre 10 autres. Personne n'aurait crié à l'incident diplomatique ou à l'absurdisme total. Donc, de toute façon, il y a un truc arbitraire. Bon, 40 ans. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi clairement pourquoi j'ai lancé ce podcast, parce que j'avais envie de changer un petit peu la représentation qu'on a des mathématiciens et mathématiciennes dans la société, sur tous les aspects, que ce soit des aspects donc de mixité, de diversité, etc. Donc c'est pour ça que quand je choisis mes invités, je fais attention à pas mal de critères pour que le plus de personnes, et notamment de jeunes, puissent se reconnaître en eux. Donc, oui, je crois que c'est très important. Tu as raison de faire ça, et c'est hyper utile qu'il y ait des gens qui s'engagent là-dedans, parce que on a une vision extrêmement
homogène de ce qu'est, et donc du coup réductrice, parce que c'est pas la réalité, de ce que sont les chercheurs et les chercheuses. Je suis désolé de dire, hein, mais un chercheur pour un jeune, c'est un homme blanc avec les cheveux frisés, blanc aussi, de 60 ans, une grande blouse blanche et un côté un peu geeky. C'est sûr, c'est c'est juste, l'image que tout le monde va visualiser c'est la quand on dit première. Si chercheur. on demande, je suis sûr que si on demande à un enfant d'école primaire de dessiner un chercheur ou une chercheuse, il partira là-dessus. Une vieille personne, cheveux blancs. C'est clair que là, il y a un problème de représentativité qui est évident et qu'il faut combattre, et c'est important que les gens comme toi fassent cet effort effectivement de présenter différentes choses pour voir que en fait toute la société est représentée, et devrait en tout cas être représentée. Malheureusement, elle n'est peut-être pas autant qu'on ne voudrait, mais devrait être représentée. On a du travail, ça c'est voilà, sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça. On a du travail. Ah, tu manies la périphrase. Je pense qu'il y a un peu de travail encore, oui, tout à fait. Mais oui, donc c'est important en tout cas de commencer. Il faut bien commencer quelque part, et ça, travailler sur la représentativité, c'est la chose principale à mon avis qu'on peut faire nous à notre échelle. Mmh. Et donc, du coup, tu l'as abordé un petit peu, les prix et leurs conséquences. Et donc, là, on parle de la médaille Fields. J'ai parcouru ton CV, j'ai vu qu'il y en a en fait de nombreux autres, hein, ce qui est souvent logique hein, quand ça découle sur une médaille Fields. Et je voulais savoir, quel est ton rapport au prix de façon générale? Est-ce que, si je précise, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de vertueux pour la communauté? Là, tu nous as déjà donné un peu ton avis via la médaille Fields, mais de façon un peu plus générale, ou ça peut avoir des pièges? Je pense que ça dépend énormément comment on le prend, et je pense que le jusqu'au boutisme dans les deux directions est pas bon du tout. C'est-à-dire que tant qu'on a conscience de l'extrême volatilité et subjectivité de ces prix, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de catastrophique à récompenser des gens, parce que tout simplement on fait des métiers qui sont quand même difficiles, je dirais pas ingrats, mais franchement vous seriez étonné à quel point peu de gens vous félicitent quand vous démontrez quelque chose. Et moi, c'est un truc que je fais quand je lis un article sur Internet, j'ouvre l'archive ouverte chaque jour pour voir les articles dans mon domaine. Quand je lis un article, j'envoie un email à la personne en disant oh, c'est super, j'ai lu, j'ai pris plaisir. Machin. Génial. Jamais personne ne fait ça. Mais même à moi, hein, j'ai reçu 5 emails comme ça dans ma vie. On donne des exposés, on va donner des exposés dans les conférences, et puis on fait un exposé, et puis à la fin, les gens clapent poliment, et puis avec un peu de chance, quelqu'un va venir nous dire oui, alors vous auriez pu me citer. Là, c'est en général on aura peut-être l'exposé était bien, mais très poli, mais assez rarement les gens vont et disent ah, ça c'est super, telle chose, ou tu sais, moi j'ai lu cet article de toi il y a quelques années, je trouve ça. Et en fait, je trouve que en particulier chez les jeunes, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre, de s'engager aussi. Un projet scientifique, c'est des années en général. C'est des années. On finit ça, on met sur l'archive, aucun retour. On envoie ça dans une boîte noire, on se dit, on ne sait pas ce qui se passe. Après, on va essayer de le publier. Alors, en général, on va recevoir ce qu'on appelle des arbitrages anonymes qui permettent d'évaluer la véracité de la chose. C'est très important d'avoir ça. Mais c'est très rare que les gens n'envoient pas 2 ou 3 missiles en même temps que leur truc. Donc, on va se retrouver avec... potentiellement, on va se retrouver avec en fait quelque chose d'assez critique de ce qu'on a fait. C'est un processus qui est compliqué. Je trouve que les récompenses, que ce soit les invitations dans les conférences, que ce soit certains prix, je trouve pas ça déplacé en soi. Le vrai problème, c'est quand on donne trop de valeur à ça. Oui. C'est-à-dire quand on décide que la seule façon d'évaluer un chercheur, c'est à travers ses prix, ou le fait qu'on va donner tout le temps les prix aux mêmes personnes. Oui. Et un cumul de prix. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... C'est mécanique, ça. Voilà, c'est mécanique, malheureusement, mais c'est quelque chose qui, quand même, je pense, qui pourrait être combattu de façon beaucoup plus systématique.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise bien avant la médaille Fields. Cette idée de recevoir tous ces prix comme ça, l'un après l'autre, c'était presque tracé. Il y en a certains, franchement, hein, il y en a certains, je n'ai pas été surpris du tout. Je savais que j'allais les avoir. Ouais, c'était C'est logique, absurde. quoi. Je veux dire, si tout le monde sait que je vais l'avoir, si moi je le sais alors que je suis la personne qui a le moins confiance en elle du groupe, en fait, à peu près tous Ouais. les autres le savent. Donc, quel est l'intérêt que je le reçoive si de toute façon tout le monde estime que le niveau est là? Bah là, là, j'ai plus de doutes sur la justification de ce genre de choses. Et puis l'autre point aussi que je trouve très gênant, c'est que l'immense majorité des prix sont des prix individuels. Et en tout cas, moi, c'est pas mon expérience de la recherche. Sur 70 ou 80 ou 90 articles, je sais pas, je les compte pas. J'ai un compte que je connais, c'est que j'ai 2 articles tout seul, et c'est pas du tout des articles importants dans ma carrière. Pas du tout. Et donc ça montre à quel point c'est un processus, dans mon cas, qui est un processus collectif. Et par exemple, j'avoue que de recevoir la médaille Fields, de le savoir en janvier, d'avoir l'interdiction d'en parler à mes 2 collaborateurs les plus proches, qui en fait auraient dû l'avoir avec moi, entre guillemets. Enfin, moi, j'avais cette sensation qu'ils la méritent avec moi, quoi, que j'aurais aimé qu'on la partage. De même pas pouvoir leur dire avant le début juillet. C'était une période qui a été pas facile, en fait. J'ai trouvé décalée et qui renforçait ce côté un peu hors sol, finalement, de ces prix. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Mais encore une fois, dire les prix c'est nul, ça sert à rien de mettre en valeur. Si quand même, je dirais, c'est aussi même comme guide, c'est important aussi que des gens qui savent mettre des pointeurs sur telle recherche est de qualité. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais quand on arrive dans un domaine, ce sont des pointeurs qui restent utiles. Donc, il faut pas en exagérer, en abuser. Il faut tenter, à mon avis, d'équilibrer les choses pour que ça rayonne plus, pour qu'il y ait plus de gens qui profitent de ce type de récompense. Mais après, nier totalement l'utilité des prix, ça me semble exagéré. Rien que pour la médaille Fields, par exemple, je veux dire, moi, j'avais fait 3 ou 4 interventions radiophoniques avant. Et encore, parce que j'en avais fait une par erreur quasiment. Enfin, quelqu'un a reçu un prix et donc il fallait, c'était Batman, il fallait Robin. Enfin, c'était dans le cas présent Claire Voisin pour la médaille d'or du CNRS. Et donc ils se sont dit, il faut un sidekick, quoi. Il faut quelqu'un à côté pour soutenir la conversation et donc ils m'ont demandé, mais c'était même pas vraiment à cause de moi. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Donc la personne a été adorable et m'a réinvité pour d'autres interventions. Mais c'était ce genre de choses-là. La médaille Fields arrive, mais là j'étais là, oh mon Dieu, mais il fallait que je combatte les journalistes à coups de bâton, quoi. Ah non, quoi, désolé, j'ai piscine. Enfin, c'était un truc. Il a fallu même que je me protège un peu parce que c'était trop. En tout cas, c'était trop pour mes capacités à moi de communication. Et donc du coup, on peut pas nier qu'il y a une utilité réelle pour les mathématiques d'avoir ce type de prix. Et tu disais donc que tu l'as appris en janvier. Comment est-ce que tu l'as appris? C'est quoi? C'est un mail? C'est un... Ah alors moi, c'est d'ailleurs une anecdote assez marrante, mais le mail disant, donc normalement c'est le président de l'IMU, donc l'Organisation internationale des mathématiciens, qui est aussi le président du jury. Le jury est totalement secret. On connaît juste le président du jury. Et donc ce président vous appelle en fait en général. Donc là, il m'avait envoyé un email en me demandant si c'était possible de savoir au téléphone, sauf que son email est allé dans mes spams. Et donc j'ai reçu un deuxième email une semaine plus tard, un peu paniqué, derrière de dire il n'y a pas de problème là. Ils se sont dit on est tombé sur celui qui va nous dire non là. Ah, non, ouais, allez, c'est parti. Il a fallu qu'on ait l'original du groupe. Et donc il un peu paniqué de mais qu'est-ce qui se passe quoi, réponds. Et donc là j'ai découvert ça et donc j'étais là à ce moment-là je me suis dit à mon avis c'est ça. Donc je lui ai dit quand tu veux, où tu veux, réponds-moi le plus vite possible parce que là je suis en méga stress. Oui. Et donc 2 heures après on s'était au téléphone et voilà.
Donc c'était assez marrant. Et puis c'était une journée un peu lunaire parce que donc il y avait cette histoire de spam, mais en plus avec ma femme on était tous les deux mais malades comme des chiens. Donc on n'a pas du tout fêté le truc. J'ai eu le téléphone, j'étais là super. Il m'a même dit ah bah maintenant je vous laisse célébrer. J'étais ah c'est gentil machin. Je raccroche. On est tous les deux allés au dodo direct. On était malades. Mais donc c'était assez marrant comme événement. Le lendemain j'ai réalisé et justement j'étais un peu pas pris de panique, mais je me suis dit ok là j'ai 6 mois pour me mobiliser en termes de quel est le message, quelle est l'image que tu veux renvoyer aussi, euh, parce il y a qui tu es, mais il y a aussi peut-être quand même ce que tu veux faire passer. C'est pas forcément exactement la même chose non plus, parce que ben là il y a on entre dans un truc que j'avais pas avant. J'ai toujours été juste alors, il se trouve que je suis resté moi-même, mais j'ai toujours été moi-même dans ma communication. Mais là, je me suis dit, ok, là, il faut quand même que tu te poses une question parce que il y a une telle responsabilité que il faut peut-être aussi un tout petit peu dire ce qui va être utile pour les gens, quoi. Et donc bon, au final, je me suis rendu compte que bah, j'étais pas trop capable de dire autre chose que ce que je suis, donc je suis parti sur ce que je suis, mais ça a été une vraie réflexion de quelle est l'image du chercheur ou de la chercheuse que tu veux donner, quelle est l'image de la communauté que tu veux donner, etc., etc. Et donc ça a été un vrai enjeu et un vrai stress. Et j'ai eu quelques ratés d'ailleurs. Mais bon, on apprend sur le tard parce que pour peu on n'est pas formé. Hein. Là, c'est vraiment, faut imaginer qu'on vient vous chercher au boulot et que maintenant on vous dit, maintenant vous représentez votre métier Saut auprès dans des le grand jeunes, bain, auprès là. de tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Et du coup, donc pour finir sur cette partie, donc il y a quelques années, j'avais lu Théorème vivant de Cédric Villani, justement, autre médaillé Fields dont tu as parlé. Et quelque chose qui m'avait frappé à l'époque quand j'avais lu, donc je le dis de mémoire, donc désolée si je déforme un peu, mais de mémoire, il me semble, c'est que vraiment, il était allé la chercher, la médaille. C'est comme un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, qui cherche l'or. Ben, il s'était mis dans les conditions idéales pour être en mesure d'obtenir parce qu'il la voulait vraiment. Est-ce que ça s'est passé de la même façon pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu visais consciemment ou elle est arrivée un peu comme une cerise sur le gâteau pour récompenser tes travaux? C'est une question en fait assez intéressante et peut-être on parlait de la pluralité et de la diversité des chercheurs et des chercheuses et là on va en avoir un bel exemple qui est que je comprends tout à fait ce que voulait dire Cédric et je pense que ça peut être un moteur efficace et si c'est un moteur efficace pourquoi pas, hein, je veux dire au final il a démontré un théorème exceptionnel dans son cheminement vers la médaille Fields donc c'est un succès de ce point de Oui. vue-là. Moi, j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Tous mes collaborateurs proches sont des amis très proches et finalement, c'est presque notre relation entre guillemets, la recherche. Enfin, ça fait partie intégrante de notre relation. Comme des gens vont boire un verre, ben bien sûr, nous on va aussi boire des verres et on sait parler d'autres choses, mais une des composantes de notre relation, on va pas jouer au tennis avant, on parle de maths. Et du coup, ça a toujours été le moteur en fait. C'était cette discussion, c'était ces échanges, donc les choses sont venues assez naturellement, sans avoir jamais. J'ai eu tout de suite une sécurité d'emploi entre guillemets avec ce poste très tôt. Je suis au max de mon poste. Je suis full professeur depuis 2014. Enfin, professeur ordinaire en Suisse, c'est ça le terme, mais full professeur depuis 2014. Je peux pas avoir plus. J'ai pas vraiment envie de bouger de mes postes, etc. Donc, il y avait aucun enjeu associé à ça. La reconnaissance, moi, j'ai toujours préféré un email. Quand je vous dis que j'ai reçu peu d'emails disant ah machin, mais par contre, tous ceux que j'ai reçus, je les chéris, quoi. C'était des choses qui m'ont touché, qui m'ont fait du bien. C'était parfois des mentors ou des gens que j'admirais énormément qui m'ont envoyé ces emails que je connaissais pas mais que j'admirais énormément. Et en fait, ces choses-là m'ont presque plus fait de plaisir que les prix et qui sont en fait en général donnés par des gens qui vous connaissent beaucoup moins que ces gens ou qui connaissent beaucoup moins de votre recherche que ces gens-là qui vraiment sont allés plonger au plus profond de chaque article. Moi, les emails que j'adore, c'est
j'ai adoré votre papier, machin truc. Alors page 28 là, l'M 3.2.2, je suis quand même étonné. Vous pouvez pas. Et c'est ce genre de choses qui montrent que la personne est vraiment à essayer de comprendre jusqu'au bout. J'adore parce que là on voit que ce qu'on a produit, ce qui nous touche nous, en fait, à parler à quelqu'un, quoi. Et ça, j'ai toujours été plus motivé par ça. Et j'ai eu aussi un truc un peu particulier qui s'est passé, c'est que donc la médaille Fields est donnée tous les 4 ans. Et en 2018, alors là, j'avais absolument aucune conscience que je pouvais avoir la médaille Fields un jour. Ça rentrait pas du tout dans ma tête. En fait, après la remise des prix de 2018, j'étais au Congrès international des mathématiques où c'est fait, parce que je donnais une lecture à côté. Et l'une des personnes qui connaissait un peu, c'était pas un membre du jury, mais qui connaissait un petit peu ce qui s'était passé, m'a dit, écoute, continue de bien bosser parce que voilà, en fait, tu as été parmi les premières recalées. Et en fait, ça a été horrible. C'était vraiment pas sympa du tout. Je pense que cette personne pensait ça comme quelque chose de gentil. Ça a été très désagréable parce que ça a mis dans ma vie, ça a balancé au milieu du salon l'énorme représentation, parce qu'en plus on a tendance à exagérer ce que ça va être. Donc c'est cette espèce de charge il y a la médaille Fields. En gros, il y a quand même des chances que tu l'aies la prochaine fois, parce que forcément, si vous êtes dans les premiers recalés, ceux qui l'ont eu l'ont eu. Donc, faut passer à la place. Et d'ailleurs, ça s'est révélé. On m'avait dit la même chose de Marina, et donc on l'a tous les deux eu. Et du coup, ça m'a obligé à faire exactement, de mon point de vue, le processus inverse, opposé, aller dans la direction opposée de ce qu'a fait Cédric Villani. C'est-à-dire que là, je me suis dit, OK, j'ai 4 ans. Si je me mets à réfléchir médaille Fields, ça va être un enfer. Donc, surtout, Hugo, tu ne changes rien à ta façon de fonctionner. Et donc, j'ai rien changé à ma façon de faire de la recherche. Il y a des problèmes qui, clairement, dans mon domaine, si je les résous, me permettraient d'avoir la médaille Fields. Mais je me suis dit, non, mais c'était pas le problème que je voulais faire. Moi, celui qui me parle, c'est celui-là. Donc, je vais rester sur celui-là. Et je vais continuer sur mes problèmes qui sont, de mon point de vue, les suites logiques à ce que je faisais. Donc, j'ai, au contraire, entre guillemets, presque forcé une sorte de résistance presque artificielle, pour éviter d'y penser chaque matin en se rasant, comme disait l'autre. Voilà, donc vraiment, c'était quelque chose. Et ça a été, malgré ça, malgré le fait d'avoir activement tenté d'y penser le moins possible, ça a été quand même une période qui n'était pas juste avant on sait que les gens qui ont la médaille Fields sont tenus au courant en janvier, février, mars de l'année. Je vous avoue que décembre 2021, ça n'a pas été le meilleur mois de ma vie, quoi. C'était quand même quelque chose où finalement j'avais eu beau totalement repousser les idées, ne pas y penser, être totalement. Enfin, j'ai vraiment profité de ma recherche. En fait, ça a mieux marché même que ce que je pensais dans ces 4 ans, etc. D'ailleurs, la médaille Fields, essentiellement, la Laudatio a essentiellement mentionné des résultats que j'ai eus durant ces 4 ans et pas les résultats antérieurs. Donc, ça montre que finalement, j'ai fait le bon choix, mais ça a été quelque chose qui n'était pas agréable. Donc, non, pour moi, ça n'a pas été quelque chose que je convoitais, et même ça a été une charge mentale supplémentaire que j'avais pas voulu et dont je me serais bien passé. Okay. Ça a été plus facile après, en fait. Une fois que je l'avais d'un certain point de vue, c'était là, et puis maintenant on est dans l'action et on agit pour en faire le plus de choses possible et de la façon la plus responsable possible vis-à-vis de la communauté et de la société. Mais souvent, c'est l'attente qui est, exactement. Qui est la plus difficile. Ok, et ben du coup, c'est l'occasion que tu nous dises un peu plus sur les travaux qui t'ont valu la médaille Fields. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est la continuité de ce que tu nous as dit, ou il y a des choses nouvelles? Alors, on va dire, c'est les 2 choses qui ont retenu le plus l'attention du jury, et c'était d'ailleurs un petit peu étonnant pour moi, parce que pour moi, c'était justement la conséquence presque d'autres travaux. C'était ces travaux sur un des modèles pour expliquer le magnétisme. Donc, quand on repasse à ces aimants qui perdent leur magnétisme à une certaine température.
il y a un modèle qui permet d'expliquer d'ailleurs assez mal, mais c'est un très bon modèle pour plein de choses, donc c'est le genre de choses qui est intéressant. Il y a un trade-off, il y a un équilibre entre à quel point ça explique bien et la quantité de phénomènes que ça explique. Donc ce modèle, il s'appelle le modèle d'Ising, et le modèle d'Ising est un modèle centenaire, hein, ça a été inventé par Lenz, comme le nom l'indique très clairement. Donc le modèle d'Ising, Ising était l'étudiant en thèse de Lenz, et en gros, Ising a étudié le modèle en une dimension, comme si on étudiait des aimants unidimensionnels, donc quelque chose de pas forcément très intéressant, mais beaucoup plus facile à étudier. Et ça a lancé finalement toute l'histoire du modèle d'Ising. C'est des milliers et des milliers d'articles. Et le modèle d'Ising est en fait assez bien compris en dimension 1 et en dimension 2. C'est vraiment les deux dimensions où il est le mieux compris. Et après, en dimension, là, les gens vont peut-être s'arrêter d'écouter en disant « Non, mais c'est quoi ce bordel ?» En dimension 5 et plus. Voilà. Bien entendu, hein, comme tout le monde l'avait deviné. Donc, dimension 1, 2 et 5 et plus. Mais la dimension 3 et la dimension 4, c'était beaucoup moins bien compris. La dimension 3, c'est gênant parce que les aimants, ça reste des objets tridimensionnels. Et la dimension 4, c'est très gênant aussi parce que j'ai fait une allusion à ça un petit peu avant. En fait, les modèles que j'étudie, ils sont aussi reliés à la physique quantique. Et la physique quantique, c'est essentiellement de la physique en dimension 4. Parce qu'il y a les 3 dimensions physiques, mais il y a aussi la dimension temporelle qui joue un rôle. Donc, il y a 4 dimensions. Et donc, le modèle d'Ising en dimension 4, c'est aussi très intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que le modèle d'Ising est relié à des modèles de percolation, donc ces fameux modèles de porosité, des modèles dépendants, pas du tout le modèle indépendant qu'on comprenait très bien. Donc là, on voit arriver le Hugo Duminil, le copain, avec ses gros sabots. Ah, mais moi, je sais des choses sur les modèles dépendants. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un collègue, Michael Eisenman, et avec un autre collègue, Vladas Sidoravicius, sur un des deux résultats, on est parvenu à utiliser, en fait, ces développements sur les modèles de percolation dépendante pour comprendre de nouvelles choses sur le modèle d'Ising en dimension 3 et 4, donc sur en quelque sorte le modèle dans les bonnes dimensions. Et là, c'était vraiment, les techniques sont totalement différentes de ce qui avait été utilisé par exemple en dimension 2, où là on arrive à calculer, là pour peu on va donner raison aux non-mathématiciens, pour peu en dimension 2 on sait calculer les choses explicitement, on a des formules. En dimension 3 et 4, on n'a pas de formule. On doit comprendre le modèle, mais on ne sait pas calculer. On ne peut pas écrire telle chose est égale à sinus de ma sinus hyperbolique de puissance 1/8. Non, on ne sait pas faire ces choses-là. On doit comprendre sans avoir de formule. Donc, ça rend la chose plus compliquée. Et c'est pour ça que ça a probablement retenu l'attention du jury. C'est que finalement, c'est assez étonnant qu'on arrive à dire des choses non triviales, qui ne sont pas élémentaires, sur des dimensions aussi compliquées que la dimension 3 et la dimension 4. Voilà. Et vous voyez, on sent quand même que, de mon point de vue à moi, c'est juste, ça découle de, c'est juste un processus naturel en fait. Ouais, absolument. C'est comme ça que je fonctionne et j'ai pas cette capacité, je pense, cette force intellectuelle d'intelligence qu'on peut avoir certaines personnes. Stanislas Smirnov, par exemple, mon directeur de thèse, vraiment, c'est quelqu'un qui peut changer totalement de sujet et bam, démontrer un énorme truc sur un autre sujet. Moi, j'ai pas cette force-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se développe à son rythme, mais par contre, il y a un peu le côté bulldozer, on va dire. Il y a un peu le côté j'arrache toute la forêt, même si je déteste cette analogie parce que c'est pas ce qu'il faut faire, les jeunes. Elle n'est pas dans l'air du temps. Voilà, c'est ça. Oups, non, je replante toute la forêt, hein, c'est ça l'important. Mais non, mais ce côté bulldozer qui du coup en fait a quand même apporte une certaine cohérence dans le traitement du domaine, ce qui peut être très utile pour les gens. Et puis surtout on laisse rien passer, quoi. Donc on a une compréhension plus globale de ce qui se passe. Donc voilà, c'est les petits avantages qu'on a. On a les désavantages de pas pouvoir changer de sujet, mais bon, moi je vis très bien avec mon sujet, je suis très content. Donc voilà. Ok. Et ce que tu fais maintenant, c'est toujours dans la suite Je continue là. Ouais. On se donne rendez-vous dans 150 ans et je serai encore en train de faire. Alors,
Je vous garantis que dans la... Ouais, non, mais c'est quelque chose où je suis toujours... Moi, je continue, j'ai tellement de choses à faire. Et puis, peu à peu, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que je comprends de nouvelles choses, j'essaie quand même de voir si ça s'applique pas à des choses un tout petit peu connexes, mais qui sont pas exactement dans mon centre d'intérêt. Et en fait, c'est comme ça que j'étends la quantité d'applications et le sujet d'études. J'ai pas un sujet d'études si limité finalement, mais parce que justement ça se développe peu à peu et ça s'élargit peu à peu. Je fais pas des grands sauts, je percole. Ok. Voilà. Parfait. Ok, super, bah merci. On a une image assez claire de tes domaines d'intérêt. Et du coup, pour revenir à des choses un peu plus terre à terre, pratico-pratique, on va dire, une question que j'aime bien poser, donc pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Non. C'est une question très dure. Non, c'est une question très dure parce que alors vraiment c'est pas du tout stéréotypé. Hein. On a Mais un c'est déjà une réponse, ça. Oui, c'est une réponse originale. Ah, tu as compris que j'allais quand même répondre à la question. Non, mais effectivement, c'est l'une des richesses d'ailleurs de notre discipline, c'est que on a vraiment beaucoup de casquettes différentes en tant que chercheur ou chercheuse. Euh, je veux dire, on est enseignant, on est chercheur, on est diffuseur de notre propre recherche, hein, donc ça veut dire qu'on va donner des exposés ou écrire. On est un peu écrivain, écrivaine quand on écrit nos articles. Euh, on supervise aussi des étudiants en thèse, donc on est presque parfois même psychologue. Hein. On est un peu leur papa ou leur maman. C'est d'ailleurs l'analogie qu'on utilise Voilà. quand on parle de D'ailleurs, nos directeurs et directrices de thèse. exactement, c'est ça. Bah, moi, petite anecdote, le jour de la médaille Fields, donc mon Stas était là, dans le même hôtel, donc il me voit descendre avec. Alors, je suis un grand fan des nœuds de cravate. Là, de nouveau, quelque chose qui nous distingue un tout petit peu avec Cédric, c'est que moi, j'ai jamais mis de cravate de ma vie quasiment, donc j'avais fait un nœud de cravate totalement pourri. J'avais mis 30 minutes à le faire, méga stressé, machin. Donc là, Stas voit ça en bon père académique, il vient vers moi, il me refait le nœud de cravate, il était là, bon, mon fils, tu es prêt, voilà. Et là débarque mon père, mon vrai. Il voit le nœud de cravate, il fait, oh Hugo, et il vient, il défait le nœud de cravate, il refait le nœud de cravate. Donc tout le monde autour était mort de rire parce que j'avais les deux qui étaient entre guillemets. Donc effectivement, il y a ce sentiment de parentalité presque effectivement avec nos étudiants en thèse. Donc ça, c'est aussi une autre casquette. Dans mon cas, ben, j'ai cette casquette de diffuseur enfin tout ce qui est médiation scientifique. Il y a les médias en général, il y a même le politique maintenant. Donc c'est d'une diversité telle que je saurais pas vous dire. Je veux dire, là aujourd'hui, on fait ce podcast. Hier, j'étais dans un jury de thèse à Vienne. J'avais dans l'avion, je réfléchissais à mon dernier problème de maths. Demain, je vais à Paris pour discuter avec des journalistes d'une émission télé, etc. Ça change tous les jours. Ça n'a rien. C'est très intéressant, très varié. Et je dirais d'ailleurs que pour les gens qui justement ont un peu peur de se retrouver empêtrés dans un quotidien rébarbatif, etc., le métier de chercheur ou de chercheuse est fait pour vous. Hein. Vous vous ennuierez pas. Vous pouvez faire un millier de choses différentes et donc c'est très dur de décrire la journée type. Ok. Et donc, dans toutes ces différentes activités, occupations que tu as décrites, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir? De la recherche ou de mon métier en général? De la recherche. De la recherche pour Ah, commencer et après de ton métier. ah oui. Non, la partie que je préfère dans la recherche, c'est quand j'essaye. C'est vraiment quand je sens que il y a une chance, j'ai une idée et que je la teste. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'idée, elle vient, c'est comme un énorme trousseau de clés. Vous l'avez trouvé, cet énorme trousseau de clés. Mais je peux vous garantir que quand vous prenez la première clé et que vous essayez de la mettre dans la porte, c'est pas la bonne. Dans le sens que on a l'idée, on sent qu'il y a la bonne chose, mais en fait, ça marche pas tout de suite. Et en fait, ce moment-là, je le trouve assez génial parce qu'il y a un côté, il y a ce moment
il y a quand même, on est un peu grisé par l'idée que, ah là, quand même, je sens que ça va marcher. Il y a un truc il y a un truc nouveau, en tout cas. Quand bien même ça marche pas, ça m'est arrivé des tonnes de fois que finalement l'idée ne fonctionne pas. C'est pas très grave, finalement. Il va y avoir ce moment où on va tenter, où les choses bougent un peu, et ça, c'est ce que je préfère dans la recherche. Le moment où je dois transformer. J'ai compris, j'ai trouvé la bonne clé, j'ai ouvert la porte et maintenant je dois expliquer à mon voisin comment, en écrivant un article et en transformant ça en une preuve lisible. Oh là là, c'est pas c'est pas ma passion. J'aime beaucoup écrire, je retravaille énormément mes articles parce que je trouve c'est extrêmement important de prendre le temps en tant qu'auteur d'écrire la meilleure preuve possible parce que finalement, si moi je prends 2 heures de plus, enfin, c'est pas 2 heures, hein, c'est 3 mois de plus à le faire, ça évitera que 10 personnes passent 3 semaines à comprendre le papier de plus qu'ils ne devraient. Donc au final, on fait gagner du temps à tout le monde en le faisant. Donc ça, j'aime beaucoup le faire. Mais le premier jet, mais c'est désagréable. Le premier draft, là, C'est douloureux. oh, c'est douloureux. On découvre toujours le lemme qui marche pas, là. Le dernier truc qu'on a mis à la fin parce qu'on pensait que c'était tout simple. Et là, on voit, ah, il faut cette hypothèse, il faut que j'écrive les 60 pages d'avant. Génial. Alors là, je vais aller pleurer chez moi. Voilà. Je suis un adulte, je vais aller pleurer. Oui, donc ce processus-là, il me plaît pas. Par contre, ce processus voilà, quand on sent qu'on a eu l'idée quand même que voilà, ça y est. Alors, c'est un processus qui peut aussi mener, c'est l'ascenseur émotionnel, hein, parce que là, on va penser plusieurs fois qu'on a la bonne clé, hein, elle va rentrer, mais elle va pas tourner. Donc il y a plusieurs fois où on se dit, ah, ça y est, hop, ah non, et oui. Donc, c'est un truc qui est hyper intense, mais c'est vraiment génial, quoi. C'est un sentiment, on vit, quoi. C'est dans ces moments-là, on vit. Et donc la partie du métier, de façon plus générale, que tu j'aime prends le le plus de plus, plaisir? ben Ouais. ça, ouais, justement, je m'attendais à ce que ce soit ça la question, et alors là, j'étais là, ouïe, 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 c'est beaucoup plus dur de répondre à ça parce que je les trouve hyper complémentaires les différentes actions. Je Oui. sais ce que j'aime le moins, ça c'est sûr, c'est l'administratif, je suis efficace, hein, mais alors je déteste. Et alors en France, je trouve que pour peu, je me plains, mais quand je vois mes collègues qui travaillent dans des universités en France, je pense que là, il y a un vrai travail à faire, hein, de la part des politiques pour simplifier le travail des chercheurs et des chercheuses. En particulier, je trouve qu'on leur demande de faire beaucoup trop d'administratifs. Je veux dire, c'est pas leur métier. Avoir des administrateurs et des administratrices pour faire ça, ce serait beaucoup mieux. Mais ça, c'est très clairement la partie que j'aime le moins. Maintenant, ça m'arrive d'avoir des interviews super où je passe un moment super agréable. Là, je passe un très bon moment, par exemple. Ça m'arrive d'avoir des cours géniaux, d'avoir des moments de recherche qui sont géniaux, etc., etc. Donc, c'est très dur d'isoler des moments. Ce qui est le plus agréable, il y a quand même un truc qui dépasse tout, c'est la découverte à plusieurs. C'est-à-dire quand on est dans une discussion mathématique et que là, pour peu, le déclic se fait, ça vraiment, ça n'a pas d'équivalent. De mon point de vue, en tout cas. C'est vraiment les plus beaux moments professionnels, ce sont ces moments-là, et ils dépassent tous les autres. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est ce que je réponds en général, moi, ce que j'aime le plus, c'est les discussions avec les copains. Parce que Ouais. comme toi, moi, je collabore avec les gens que j'apprécie, quoi. Voilà, c'est C'est ça. comme ça que je choisis une collaboration. C'est pas tant la science. Après, évidemment, on fait des jolies sciences ensemble, mais c'est surtout, il faut qu'il y ait un feeling, qu'on s'entende bien. Et donc, du Ouais, coup, tout à fait. c'est toujours un plaisir, ces moments-là. Ok. Et alors, pour permettre aux gens de visualiser un petit peu, est-ce que toi, par exemple, tu travailles au papier, à l'ordinateur ou au tableau? Je travaille aucun des trois. Je travaille Dans ta beaucoup dans tête? ma tête. Ouais, ouais. Waouh, ça m'impressionne. Mais parce que je suis quelqu'un je suis beaucoup dans la représentation mentale et dans l'image. Donc, j'ai pas trop de difficultés à penser dans ma tête. Et aussi, j'ai une réelle, enfin, c'est quelque chose même dont je souffre un petit peu, mais je peux pas avoir de vide dans ma tête. C'est un truc, c'est impossible. Mais vraiment impossible. Donc, je n'y arrive pas. Donc, les idées de maths viennent, ou les idées de maths ou d'autres choses, mais il y a toujours des idées qui viennent, et donc, ça m'arrive quand même assez souvent que ce soit des idées de maths. Et donc, si je devais avoir un carnet et un crayon,
Déjà, je pense que les gens proches de moi m'auraient déjà tué 50 fois. Alors, nous allons maintenant présenter les cadeaux de Noël. Hugo, tu ne sors pas ton crayon. Je vois que t'es pas avec nous, mais tu sors pas le crayon. Parce que ça peut être vraiment, bon, bah, je vais aller chercher le café, et puis, alors moi, je suis là, ah, bah, j'ai 10 secondes. Ah, ne pense pas aux maths, ne pense pas aux maths. Ah, punaise! C'est ça que je dois faire pour mon prochain problème. Ah Donc, ouais. ouais, à vrai dire, je travaille même dessus pour éviter que ça impacte ma vie. Mais j'ai un vrai problème de gestion de ces émotions-là, de ces idées-là qui viennent. Alors maintenant, j'arrive en général à juste dire, OK, ah, ça c'est une super idée. Demain 8 heures au boulot, Ouais. je suis Je sûr la qu'elle mets sera au beaucoup. frais. Voilà, c'est ça. En plus, l'immense majorité du temps, le lendemain à 8 heures, mais qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était une bonne idée? C'est complètement débile. Donc en plus, ça a une certaine utilité de se gérer comme ça, mais c'est quelque chose que je fais pas hyper bien. Et donc je pense que dans mon histoire, enfin j'ai en fait développé une capacité à juste retenir dans la tête ce genre de concept. Autant j'ai une très mauvaise mémoire, autant mes propres idées, je les oublie assez rarement. Et donc, du coup, je fais beaucoup dans la tête. J'arrive même à faire. Je suis très mauvais en calcul, mais j'ai une assez bonne capacité à me dire ce calcul est le calcul que je dois faire et il est faisable ou non. Et ça, Waouh. je peux le faire dans la tête. C'est quelque chose c'est-à-dire, je vais pas faire le calcul, mais je dis, ah, ce truc-là, je suis sûr que si je me pose, à mon avis, ça me donnera ce que je veux. Et ça, et donc, du coup, ça m'évite d'être trop bloqué par la contrainte du lieu ou de l'ordinateur ou de la feuille de papier. Et donc, ça vient dans un deuxième temps, finalement, cette chose-là. Bien sûr, hein, qu'après, il y a la pose sur papier ou sur le tableau, essentiellement, puisque c'est beaucoup collaboratif, c'est beau. Après, l'étape d'après, souvent, c'est la discussion avec le ou la collègue. Donc là, souvent au tableau, parce que c'est quand même l'outil le plus adapté pour les interactions entre personnes. Et donc voilà, ça prend, ça arrive, mais dans un deuxième temps. OK, et donc pour, revenir sur quelque chose que tu as abordé, c'est le fait que tu travailles beaucoup en collaboration. Comment est-ce que tu les as noués, en général? Euh, Oula, si je savais. Non, il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai eu une expérience au master qui a été extrêmement productive et qui a un peu déterminé la suite de ma carrière aussi, d'un certain point de vue. C'est que j'ai démontré quelque chose. Mais donc j'étais jeune étudiant de master, aucune capacité à écrire quoi que ce soit, un niveau d'anglais, je vous raconte même pas. Et donc du coup, j'étais en grosse difficulté d'écriture, mécaniquement. Et ça faisait déjà un mois que j'écrivais le truc, etc. Et là, j'ouvre cette fameuse archive ouverte où il y a tous les articles qui passent. Et là, bam, un article par des gens hyper connus qui démontre le cas de la dimension 3. Alors moi j'arrivais à faire dimension 3 et plus, mais là c'était le cas de la dimension 3 et en plus annonce de l'article pour la dimension générale. Et c'était vraiment un très gros résultat dans le domaine en question. Donc moi j'étais extrêmement content d'avoir démontré ça en master. Je me disais que ça allait vraiment lancer ma carrière. Et là, boum, l'article sur Internet. Et donc complètement dégoûté, non pas par le système, mais juste j'étais déçu, profondément déçu. Et je me dis, bon, bah, quand même, j'envoie un email aux auteurs en leur disant que je sais faire la dimension D, voire, et je leur montre ce que je sais faire, la preuve que j'avais esquissée, qui du coup était à l'état d'un draft, vraiment un brouillon préliminaire, c'était pas formalisé. Et, euh, et donc, un des co-auteurs me répond une semaine après, quelque chose comme ça. Bon, ben, écoute, nous, on sait aussi faire la dimension plus grande, mais et donc là, il faut vraiment penser. C'est évident qu'ils auraient fini la dimension plus grande avant que moi je puisse mettre quoi que ce Mmh. soit sur l'archive. Mmh. Je perdais la course sans aucune difficulté et il le savait bien. Et il m'a dit, moi, ce que je te propose, il y a des choses qu'on trouve vraiment super dans ton article, il y a des choses qui sont un peu mieux dans le nôtre. Si on met ensemble, bah, ce sera encore mieux. Waouh! Donc, ce que je te propose, enfin, ce qu'on te propose, c'est de te réunir, de tous nous réunir et d'écrire l'article ensemble à quatre.
Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a écrit, je sais pas, 7 ou 8 articles ensemble après. D'accord. Et en fait, je trouve que c'était une superbe morale parce que, bien entendu, ils auraient pu me battre. Ils auraient été 3 sur leur article au lieu de 4. Et puis, on n'aurait plus jamais entendu parler de moi dans ce domaine. Et puis voilà. Sauf que d'avoir été inclusif et d'avoir dit, mais voilà, on travaille tous ensemble, tu sais aussi faire, donc prenons le meilleur de chaque preuve pour faire vraiment un truc meilleur, etc. Et ben, on a écrit des tonnes d'articles ensemble, on est restés très bons amis, très bons amis, et en fait, c'est ça la recherche. Pour moi, c'était vraiment l'exemple typique du bon comportement à avoir quand on fait de la recherche. Et c'est pas un comportement si commun que ça. Les gens ont tendance à plutôt exclure qu'inclure quand on parle de collaboration. Donc, j'ai toujours fait ça dans ma vie de chercheur. S'il y a un doute, s'il y a ok, tout le monde ensemble, on est tous ensemble, on divise, c'est pas grave. Et au contraire, ça va nous apporter. Et c'est arrivé, en fait, quelques années plus tard, avec un jeune chercheur qui s'appelait Vincent Tassion. On avait déjà, avec un collègue, on avait déjà résolu un problème. Et en fait, on avait mal communiqué avec le directeur de thèse de Vincent Tassion, qui s'était pas rendu compte qu'on avait vraiment résolu le truc. Sauf que nous, on avait plein d'autres choses à faire. C'était pas le problème le plus gros non plus de la Terre. On avait fait d'autres choses. Et on n'avait pas le temps d'écrire le papier. Ça faisait bien 8, 9 mois. Je pense que tu connais bien ce genre de situation de papier qui traîne un peu parce que juste il n'y a pas le temps, il y a d'autres choses à faire. Et un jour, ce jeune, Vincent Tasson, jeune étudiant en thèse, m'envoie Ah, je sais faire un cas particulier en fait du problème. Et là, bien embêté, quoi. J'étais là, mais nous, en fait, on sait faire le cas général depuis un an. C'est dommage, il y a eu une mauvaise communication, etc., etc. Et là, j'ai fait, écoute, c'est pas grave, viens à Genève et puis on va en discuter. Et puis, et il est venu, on a discuté. On a écrit un article tous les trois, au lieu d'écrire juste moi et Vladas. Et Vincent, c'est devenu mon meilleur ami. On a écrit 30 articles ensemble, dont les plus Waouh! importants de ma carrière. Et voilà, et c'est venu d'un... Là, j'aurais pu juste dire non, moi je veux qu'on soit le minimum d'auteurs parce que c'est mieux, plus de crédit pour chaque auteur, etc. Et en fait, je me serais coupé de la meilleure, l'une des deux meilleures avec un autre collègue, collaboration de toute ma carrière. Donc, Ah, c'est deux très belles histoires. voilà. Donc ça, je recommande à tout le monde de voir un peu au-delà de cette première étape. Donc là, c'est vraiment plus pour les chercheurs-chercheuses comme commentaire. Ça concerne peut-être pas tout le monde, quoique je suis sûr que ça peut être adaptable à d'autres contextes, mais de voir au-delà de, on va dire, de l'instant reward, de la Bien sûr. récompense instantanée, parce que souvent, je veux dire, on est juste plus créatif, plus intelligent, plus fort à plusieurs. Et donc, ces gestes de, entre guillemets, générosité, ils reviennent en fait puissance 1000 dans l'autre sens. Et je me sens beaucoup plus redevable de Vincent qu'il ne devrait se sentir redevable de moi. Mais ça a commencé par un geste dans l'autre sens. Et idem pour les autres. Oui, il y a cette citation que Laure avait fait, Laure Saint-Rémy à son intronisation, je crois, à l'Académie des sciences. Elle a cité un proverbe africain que j'ai retenu et que j'aime toujours citer, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça résume très très bien la Exactement. recherche. Ça, c'est très, très vrai. Ouais, tout à fait. Et en recherche, l'important, c'est d'aller loin et non pas, c'est juste quelque chose qui est évident pour nous, mais qui l'est peut-être un peu moins pour les autres. La Effectivement. vitesse ne joue quasiment aucun rôle. Oui, tout à L'enjeu, fait. c'est pas de faire ça un mois avant l'autre ou un mois avant. Bon, ça peut l'être dans certains cas pour les vaccins et des choses comme ça. Mais dans l'immense majorité de la recherche actuelle, le but, c'est d'aller le plus loin possible. OK, super. Eh ben, écoute, on va finir cette partie, sur ta vie de chercheur avant de passer à la carte blanche sur juste un mot sur la diffusion scientifique que tu as un petit peu abordé. Donc Mhm. évidemment, tu es très impliqué dans la diffusion scientifique et ça s'est accéléré comme tu disais avec ta médaille Fields. Donc tu donnes beaucoup d'exposés grand public, tu parles aux collégiens, lycéens et cetera. Et en plus, donc depuis quelques mois, comme je disais, tu as la casquette d'ambassadeur de la Maison Poincaré. Donc, comme je disais aussi, j'ai moi-même l'honneur d'être ambassadrice de ce superbe lieu. Donc, on a tous très hâte qu'il ouvre. Ouais.
Donc il sera, accessible au public à partir normalement du samedi 30 septembre, si ça change pas. Et donc j'en dis quelques mots pour mettre en contexte avant de te donner la parole à ce propos. Donc il s'agit d'un musée de mathématiques, le premier officiel en France, même s'il existait déjà de très chouettes endroits, dédiés aux maths, comme la MMI à Lyon, par exemple. Donc il est en plein cœur de Paris, en face de l'Institut Henri Poincaré, pour ceux qui connaissent. Et c'est un lieu qui accueille donc une exposition permanente que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première et qui est vraiment, mais vraiment superbe. Et donc, qui accueillera également des expositions temporaires, des activités culturelles, scientifiques. Il y a également sur place une expérience de réalité mixte qui est disponible pour s'immerger un peu plus encore et de façon originale dans le monde des maths. Donc en gros, c'est un lieu vraiment incroyable à voir. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il implique beaucoup d'interactions pour le visiteur. Vraiment, c'est un lieu que j'aurais adoré visiter quand j'étais au lycée. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à accepter ce rôle et qu'est-ce que tu penses qu'un tel lieu puisse apporter? Oui, alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une ambivalence dans la société, qui est que les gens ne détestent absolument pas les maths, contrairement à ce que parfois même eux-mêmes disent. Il y a plutôt une certaine forme de curiosité vis-à-vis des maths, peut-être une forme d'appréhension ou des souvenirs douloureux, mais il y a une vraie fascination, à mon avis, à ce niveau-là. Et c'est quelque chose sur lequel il faut surfer pour essayer de rendre finalement la vie de tout le monde plus agréable, parce que si les gens apprécient plus une discipline, ils l'apprendront mieux. S'ils l'apprennent mieux, ils auront plus de compétences, etc., etc. Et je trouve que toutes les démarches qui consistent à montrer que les maths existent hors de l'école sont des démarches qui sont très importantes. Parce que justement, ça évite de réduire les mathématiques à un enseignement, ce qui est quelque chose de très important, mais c'est pas juste une somme de connaissances, c'est aussi quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est sensible, etc. Et donc, je pense que cette maison des mathématiques, euh, elle, euh, cette maison Poincaré, elle offre finalement cette vision-là des mathématiques aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Et en particulier, tu l'as dit, hein, ce côté actif, le fait qu'on soit dans l'action, c'est quelque chose que je défends énormément. On en reparlera peut-être pendant la carte blanche, mais je pense que c'est important que les gens fassent des mathématiques. Et là, entre guillemets, ils en font, ils sont dans l'action, ils découvrent des choses. Alors ça peut être des choses élémentaires, mais ils découvrent ce que c'est que le raisonnement, la réflexion, la créativité mathématique. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est tout à fait en alignement avec ma vision de la chose, même si je dis pas que c'est la bonne, hein, mais en tout cas, je suis cohérent avec moi-même. C'est déjà difficile, suffisamment difficile pour ne pas commencer à rentrer d'autres paramètres dans le système. Et donc, j'étais très content, très heureux de faire partie de cette équipe d'ambassadrices, ambassadeurs. Et je pense que ça va être un franc succès. Et ça fait partie d'un processus plus grand en France. Les choses sont en train de bouger dans cette direction. Il y a de plus en plus d'associations qui fonctionnent hyper bien. Toutes les retours, en tout cas que moi je reçois, c'est que toutes ces associations, il y a plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'il y a un succès énorme. Et donc, je trouve que d'avoir des porte-étendards comme la maison Poincaré, par exemple, c'est important pour aussi mobiliser les politiques pour qu'il y ait de l'argent qui soit, parce que ça reste le nerf de la guerre pour toucher. L'important, c'est le passage à l'échelle dans la médiation scientifique. C'est comment on touche le plus grand nombre. Il y a des endroits qui fonctionnent hyper bien. Quand on est proche, quand on est en Vallée de Chevreuse, il n'y a pas trop de soucis. On est à côté de Paris-Saclay, les lycées, les collèges sont hyper dynamiques. Il y a plein de clubs de maths, il y a plein les chercheurs, les chercheuses, il y a plein d'échanges, quelles que soient les disciplines. D'ailleurs, il n'y a pas que les maths. Mais bon, on est à 5 km de l'une des plus grandes universités au monde. Qu'est-ce qui se passe quand on est à 100 km? Qu'est-ce qui se passe quand on est à 200? Qu'est-ce qui se passe quand on est aux Antilles, etc., etc. Donc il y a un passage à l'échelle qui est non trivial, et je pense qu'il faut que les politiques se mobilisent vis-à-vis de ça. Et une façon aussi de voir qu'on existe, tout le monde des gens qui font ce travail, parce que c'est un vrai travail à 100% pour beaucoup d'ailleurs des acteurs et des actrices du domaine. C'est important d'avoir ces lieux qui fonctionnent, et je pense que la Maison Poincaré va avoir un rôle moteur de traction
à ce niveau-là. Et donc, pour moi, c'était très important de le soutenir au maximum. Donc, il y a à la fois, bien sûr, ce que ça va apporter aux gens qui vont y aller. Je recommande à tout le monde d'y aller. Je pense que moi, je l'ai aussi vu, cette expo, je la trouve incroyable. Moi-même, en tant que mathématicien, j'adore, alors que c'est pas totalement adapté à mon niveau, forcément. Heureusement pour moi, d'ailleurs, quand même. Et heureusement pour vous aussi, peut-être, pour ceux qui iront. Donc, c'est pas, mais ça reste génial. On apprend plein de choses. Ouais. On voit d'autres visions des mathématiques. Donc, je recommande à tout le monde d'y aller. Et ça va être un franc succès, à mon avis. Super, merci. Merci beaucoup de nous en avoir dit un mot. Eh bien, écoute, on va tranquillement passer vers ta carte blanche. On touche à la fin de l'émission. Donc, de quoi est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, oui, c'était pas une question facile. Chaque jour, j'avais une nouvelle idée. Bien entendu, je pense que je vais avoir sélectionné la plus nulle, mais c'est pas grave. Non, j'avais envie de parler des exposés. Et de deux types d'exposés, les exposés professionnels. Donc là, ce serait peut-être plutôt, ça concerne plus les gens qui font, les chercheurs ou les chercheuses peut-être. Et puis après, les exposés grand public. Et comment on diffuse finalement à l'oral des mathématiques? Alors, je sais pas exactement comment faire. Je vais vous parler de moi, mon expérience, qui commence à être un petit peu étoffé. Après, ça ne veut pas dire que je le fais bien, mais en tout cas, j'ai de l'expérience. Donc, pour commencer, peut-être sur les exposés, les exposés grand public, peut-être on pourrait commencer par ça, parce que c'est ce qui concernerait le plus de gens dans l'écoute du podcast. Et puis après, peut-être quelques mots sur les exposés professionnels. Juste, ce sera intéressant aussi pour les non-mathématiciens et mathématiciennes, parce qu'ils vont se rendre compte des difficultés, finalement, qu'ont les mathématiciens et mathématiciennes à se parler entre eux. Parce qu'on a l'impression que si on n'est pas matheux et on comprendra jamais rien à ce que un matheux ou une matheuse nous dira, soit on l'est et on comprend tout. Je peux vous garantir que c'est très très loin de la réalité. Donc je vous raconterai à quel point je suis dans vos chaussures dans la plupart des exposés que je vois. Quelque chose qui m'a un peu étonné finalement dans mon apprentissage cette année, de nouveau un peu apprentissage sur le tard, et parce que je me suis rendu compte que donc j'avais l'habitude de donner des exposés grand public à des gens qui avaient envie d'être là. C'est-à-dire, voilà, Université de Genève, exposé grand public du professeur Duminil-Copin, à 18h le mardi. Ben oui, on voit débarquer l'audience d'une moyenne d'âge de 70 ans, et essentiellement, ils ont envie d'être là. Donc là, c'est plus du tout le même. Cette année, j'ai découvert un autre type d'exposé grand public. C'est le prof, il a dit qu'on devait s'asseoir pendant 1 heure à écouter ce gars qui a l'air d'être mal fringué et qui donc comment on fait pour intéresser des gens dans ce cas-là. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et je suis pas sûr de bien le faire, mais en tout cas un truc qui pour moi était hyper important et qui a été une révélation, c'est que je me suis rendu compte que de façon générale, dans mes exposés, l'audience n'était pas assez active. En fait, quand on a des jeunes, que ce soit des lycéens, des collégiens, ou même en fait, ça s'adapte après, ça d'ailleurs, ça a été quelque chose d'assez intéressant, parce que maintenant, je fais la même chose pour tout le monde. Donc, je me retrouve avec les vieux qui sont actifs aussi, parce que donc il faut que l'audience soit active. Et en fait, je pense que c'est révélateur d'une chose, qui est que, encore une fois, on aime les maths parce qu'on les pratique. Et en fait, on ne peut pas transmettre de l'amour des maths juste à une audience qui serait passive à vous écouter. Je crois que ça, c'est pas possible. Je pense, franchement, je n'aurais pas dit la même chose il y a 1 an, mais aujourd'hui, je suis intimement persuadé que si les gens n'ont pas réfléchi et pas essayé de répondre à des questions pendant un exposé de mathématiques, ils ne pourront pas avoir eu cette expérience du plaisir mathématique. Donc, je me suis retrouvé à, en fait, faire des exposés très interactif. Ça veut pas dire que je sors une machine et que la foudre s'abat sur la machine et que je survis à l'intérieur. Je dis pas ça, mais juste poser des questions, faire en particulier la chose que j'adore, c'est de demander aux gens de lever la main. Est-ce que vous pensez que la réponse est A? Est-ce que vous pensez que la réponse est non A? Est-ce que c'est assez marrant de voir si les gens rentrent dans des débats? Les gens qui ont faux, en fait, ne sont pas calmés par ça. En général, ils continuent à répondre. Donc, c'est aussi un apprentissage du fait que c'est pas grave de se planter en maths. C'est vraiment pas grave. L'immense majorité des questions, en plus, souvent,
la majorité se trompe. Bien sûr, parce que ce sont les questions qui sont intéressantes. Donc, je recommande en fait énormément ce type d'interaction avec le public. Je trouve que les gens à la fin sont contents d'avoir essayé, quoi. Et donc, il y a toujours, quel que soit le domaine, à mon avis, il y a moyen d'avoir cette première partie au moins, si vous n'avez pas envie de faire ça sur l'ensemble de l'exposé, mais cette première partie avec cette interaction directe entre vous et l'audience. Aussi parce que pour comprendre des maths, c'est quelque chose qui est intimement, qui est très intime, qui demande d'un certain point de vue une certaine forme de laisser aller. Faut accepter de se lancer, quoi. Et de casser la distance en interagissant directement avec l'audience, c'est une façon de mettre l'audience dans cet état d'esprit où elle va accepter d'essayer de comprendre, peut-être de pas tout comprendre, etc., etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas pour toi, mais alors moi, on m'a toujours parlé. Oui, alors il y a cette règle que au fur et à mesure de l'exposé, il faut que après tant de pourcents de l'exposé, tant de pourcents de l'audience comprennent et que en gros, vous pouvez vers Il y la a une recette carrément. Ouais, c'est ça. Alors chacun a sa fonction et tout. Alors c'est des recettes qui marchent que pour les matheux. Hein. Tu dis ça à quelqu'un dans le public, comment ça, il faut que la courbe soit une racine de machin. Enfin bref, j'ai tout entendu là-dessus. Mon expérience, c'est que il faut qu'à la fin de l'exposé, il y ait 100% des gens qui comprennent. Je trouve que dès que vous lâchez, dès que vous acceptez l'idée que à la fin de mon exposé, les gens comprendront, il y aura des gens qui comprendront pas, et ben tous les gens qui comprendront pas, ils auront juste retenu ça, ils n'ont pas compris. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve catastrophique. Et donc cette idée que à la fin de l'exposé, certaines personnes ne comprendront pas. Je trouve que, alors bien sûr, il y aura des gens qui comprendront pas. Je dis pas le contraire. Ce que je dis juste, c'est que vous, votre plan, ça doit être d'essayer de garder tout le monde jusqu'à la fin. Une façon de faire, si vous voulez parler de quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est quelque chose qui marche assez bien, je trouve, c'est de promettre que la personne va finir par comprendre. C'est-à-dire dire, voilà, là, je vous parle de ça. Après, là, comme ça, en direct, ça va peut-être vous bloquer. Mais repensez-y, discutez avec votre voisin, votre voisine après l'exposé, etc. Vous allez voir que vous allez finir par comprendre. Ça permet d'avoir au moins une acceptation du fait que sur le coup, ils vont pas comprendre et que c'est normal d'un certain point de vue, que c'est pas grave. Et c'est important parce que quand je parle avec des plus jeunes, généralement, c'est à partir du moment où il y a un truc qu'ils comprennent pas, hop, ils lâchent. Exactement. Et ils veulent plus comprendre tout le Ouais, reste. alors moi, donc si tu dis comme ça, c'est très malin en fait. Moi, c'est ce que je fais et en fait, je présente même ça comme une expérience parce que en fait, nous, c'est ce qu'on vit en recherche, de pas comprendre. Mais on sait qu'il y a ce moment, ce déclic qui va avoir lieu et là, il y a le déclic, il est bien plus agréable quand vous n'avez pas compris avant. Hein. Moi, Absolument. il y a des problèmes, des gens viennent me parler de tels problèmes et je comprends tout de suite comment faire. J'ai strictement aucun plaisir et d'ailleurs, en général, c'est le genre de problème où j'ai aucun souci à dire eh ben écoute, moi je pense que si tu fais ça va fonctionner. Et puis voilà, la personne repart et j'entends plus jamais parler. Il écrit son article et puis je vois l'article sortir et je suis très heureux pour lui. Mais moi à aucun moment j'ai eu un attachement émotionnel à ce problème. Donc finalement, de faire comprendre aux gens que ouais, un peu de patience parfois, ça peut mener à ce moment de plaisir vraiment intense. C'est important. Donc ça, c'est de mon point de vue la seule façon de faire passer quelque chose que la personne ne va pas comprendre en direct. Sinon, les gens vont juste se focaliser sur ce qu'ils comprennent pas, ça va les bloquer, comme tu l'as dit. Et franchement, je trouve ça dommage. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que de mon point de vue, il faut 0 formule. 0. Juste. Pour quel type d'exposé? Grand public. Ah, grand public, tout ça, c'est pour le grand public, même si tu vois venir qu'il y aura des liens avec. Ouais, c'est ça. Mais pour le grand public, dès qu'il y a une formule, à part comme une blague, moi je le fais parfois, je mets une énorme formule. J'attends 10 secondes de voir juste qui se met à courir vers la porte de sortie en panique. Et en fait, pour le grand public, je trouve que on arrive à tout faire passer quasiment sans formule. Donc les formules, faut bannir quasi intégralement parce qu'en fait, c'est la matérialisation du blocage qu'ils ont en mathématiques. Donc dès qu'ils revoient une formule, même s'ils sont dans l'action
ils sont dans l'activité, ils réfléchissent, etc. Ils voient une formule, bam, ils se bloquent, ils sont là, ok. Là, tu m'as fait croire que c'était pas comme à l'école, mais en fait, c'est totalement comme à l'école et ils se bloquent. Donc voilà, c'est les trois points que j'ai un peu découvert cette année. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai renforcé de plus en plus ces choses quand j'allais vers des publics de plus en plus larges. Et en fait, maintenant, j'applique les mêmes règles à tout le monde. Parce que, bon, les collégiens, ça reste quand même difficile, hein, soyons honnêtes. Je dis ça, là, on a l'impression que du coup, à la fin de mes exposés, tout le monde sort en ayant compris. C'est pas le cas, hein, je suis pas dupe là-dessus. Je parle de la volonté de faire Oui, dans bien une sûr, bien certaine sûr. direction. Dans la construction Voilà, c'est ça. d'exposés. Mais alors, par contre, du coup, les exposés de collégiens, je réutilise les mêmes choses pour les adultes. Et juste comme petite anecdote, qu'on ne répétera pas à tout le monde. De toute façon, personne n'enregistre, donc c'est bon. Mais mon exposé de collégien, bah, je le donne au grand public maintenant. Je l'ai même donné à, à des gens qui étaient tous hyper hauts, présidents d'entreprise, machin truc, parce qu'en fait, ça marche tout aussi bien pour tout le monde. Mais oui. Ouais. Parce que ça, c'est la dernière chose, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre qu'un exposé de maths était trop facile. Donc en fait, ce que je fais aux collégiens, je me mets à l'adapter à tout le monde, au même niveau, et en fait, les gens sont ravis. Donc il y a jamais, ne pensez pas que vous avez. Alors je dis pas que je pense pas que les gens ressortent de l'exposé en se disant j'ai rencontré une personne intelligente. Je veux dire, c'est pas, il y a pas ça ne maintient pas ou ça n'entretient pas le Oui, fantasme du oui, bien sûr. chercheur qui a une intelligence à la Einstein, machin truc. Mais enfin, on fait pas l'exposé pour nous, quoi. Le but c'est pas Exactement. que nous on ait l'air bien. Le but c'est que les gens aient profité de notre discipline et pas de nous. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une chose importante, ne jamais faire d'exposé trop simple. Professionnel, on passe là peut-être à quelques conseils s'il y a des jeunes chercheurs et chercheuses qui écoutent. Alors, le premier conseil, c'est exactement le même. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'un exposé était trop simple. Et limiter, compartimenter au maximum, limiter au maximum ce que vous allez raconter. On peut raconter que l'esprit humain. Enfin, je parle en connaissance de cause parce que justement j'ai ce problème d'attention un peu et qui se matérialise très fortement durant les exposés. Et on ne peut emmagasiner qu'une quantité limitée d'informations pendant un exposé et elle est très limitée cette quantité, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc résumer au maximum, enfin limiter au maximum la quantité d'informations que vous avez présentées. Donner un contexte, une motivation. C'est un petit peu dur peut-être d'être actif dans un exposé professionnel, mais en tout cas, vous pouvez au moins faire que l'audience se retrouve engagée dans la chose, que l'audience va comprendre l'intérêt de la chose. Donc prenez une vraie portion de votre temps à présenter la motivation, présentez bien votre énoncé, que les gens puissent bien comprendre votre théorème. Et ensuite, pour ce qui est le contenu de preuve, vraiment une idée. La chose qui Ouais. vous a fait bouger. Parce qu'en fait, c'est celle-là l'importante. C'est la chose que vous avez aimée dans votre preuve. Ça va probablement être la chose novatrice. Et si ça l'est pas, si c'est quelque chose qui a été inventé par quelqu'un d'autre, bah, c'est important de le dire en fait. C'est important que les gens comprennent que votre résultat, il devient possible parce que il y a cette belle idée et que cette belle idée, elle est peut-être pas de vous, bah, c'est pas grave, mais elle est là. Et ne pas partir dans, alors, je vais vous expliquer le lemme 1.1.1. Et ça tombe bien parce que j'ai encore 20 minutes, donc je vais pouvoir aller jusqu'au lemme 1. Enfin, 5.3.2. Enfin, je veux dire, bien sûr que c'est pas possible. À partir du moment où vous partez dans quelque chose comme ça, votre audience sera perdue. Et de nouveau, à la fin de l'exposé, ce que les gens auront retenu, c'est qu'ils n'ont pas compris votre exposé. Ils auront même oublié votre énoncé. Et les plus beaux compliments que j'ai eus de gens beaucoup plus âgés que moi, qui étaient mes dieux quand j'étais... parce que quand j'étais... Vous allez voir, hein, plus on avance dans le temps, plus on oublie ce que c'est qu'un exposé facile. C'est-à-dire que tout devient facile pour nous parce qu'on est des spécialistes. Bien sûr, les gens en face de nous ne sont pas des spécialistes, donc pour eux, tout est dur. Mais donc, on a une tendance à faire des exposés de plus en plus durs. Donc, il faut toujours se forcer à... Quand j'étais jeune, j'avais une bonne capacité à faire des exposés élémentaires. Et en fait, les gens hyper expérimentés, ben, ce que j'avais comme retour, c'était un exposé qu'on comprend, c'est cool. Et à la limite, si vous n'en avez pas encore assez dit,
bah, la chose qui va se passer, c'est que la personne va venir et va vous dire: «Ah, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus de la preuve?» Et alors là, c'est le meilleur moment parce que vous êtes en un contre un, enfin en un avec un plutôt. Et donc c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment communiquer ce qui se passe dans la preuve. C'est pas pendant l'exposé. Donc voilà, donc faites ça. Et puis, si vous avez une capacité à écrire au tableau noir, utilisez le tableau parce que c'est la vitesse à laquelle les gens peuvent comprendre. C'est Les vrai, slides, ce sera c'est toujours trop vrai. rapide. Voilà, c'était pour ma petite carte Bah, blanche. super, merci beaucoup. Des conseils très utiles Pratique. Après, je ne sais pas pour... s'ils sont utiles, mais ils sont utiles pour moi. Voilà. Ouais, c'est juste... Ah, mais c'est toujours bien d'avoir l'expérience des autres parce qu'on n'aborde pas la préparation d'un exposé tous de la même façon. Donc, c'est bien d'avoir une idée de comment d'autres les préparent. Donc, merci beaucoup. On va terminer comme d'habitude donc avec les recommandations, un petit peu de nourriture culturelle, Ouh. mathématique ou scientifique pour les auditeurs. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs ou auditrices? Alors, moi, c'était assez clair dans ma tête. Il y a un bouquin que j'ai adoré récemment qui s'appelle Mathematica de David Bessis, qui, je pense, met vraiment en valeur, en tout cas, ma façon de voir les mathématiques et je pense la façon de beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes de voir les mathématiques, qui est une façon beaucoup plus sensible. Il explique en fait le processus d'apprentissage, l'intuition mathématique, le fait qu'elle se construit, les émotions en rapport avec les mathématiques, etc. Je recommande à la fois pour les mathématiciens et mathématiciennes parce que ça va peut-être mettre des mots sur des choses qui n'avaient pas été forcément conceptualisées sur leur façon de voir leur discipline, de voir ce qu'ils aiment dans les maths ou pas. Et puis pour les non-mathématiciens, mathématiciennes, c'est une grille de lecture assez intéressante. Vous allez, je pense, étonner du résultat, en fait, de ce que c'est que les mathématiques pour beaucoup de gens. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. C'est peut-être pas une description universelle de ressenti mathématique, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est au moins deux à penser ça, apparemment, David Bessis et moi. Donc voilà. OK, très bien. Bah, comme d'habitude, je mettrai la référence la description de l'épisode. Alors moi, cette fois, je vous recommande Voyage au pays des maths. Donc, ce sont des pastilles vidéo d'une dizaine de minutes qui sont produites par Arte. Donc, c'est disponible en replay sur le site d'Arte. Et donc, c'est sous la forme de dessins très stylisés. J'avoue que j'adore le graphisme qu'ils ont adopté. Je trouve ça vraiment, vraiment trop beau. Et donc, l'idée, c'est qu'ils s'attachent à vulgariser une notion, un problème ou une théorie. Donc, ça s'adresse au grand public, pas à des spécialistes, vraiment, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre ça accessible. Donc, non seulement par les explications, mais également par les visuels. Donc, c'est vraiment l'intérêt de leur approche et qui permettent de très vite saisir des concepts très compliqués. Donc, par exemple, il y a l'épisode sur la conjecture de Poincaré qui aborde la topologie. Il est de toute beauté. Vraiment, quel que soit votre background en maths, je vous assure, vous ressortez du visionnage en ayant au moins une vague idée de ce que représente ce résultat qui a occupé des générations et des générations de mathématiciens et mathématiciennes. Donc, j'ai pas regardé tous les épisodes, parce qu'il y en a, je crois, 15 à ce jour. J'en ai regardé quand même quelques-uns. Il m'a semblé qu'il y avait des épisodes un peu plus abordables que d'autres. Mais en plus de celui dont je viens de parler, je vous conseille, par exemple, celui sur la théorie des graphes, celui sur le paradoxe de Simpson ou encore celui sur la loi de Benford. Ils sont vraiment hyper agréables à regarder. Donc, je rappelle le nom, ça s'appelle Voyage au pays des maths. C'est sur Arte. Chaque vidéo, c'est une dizaine de minutes. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très beau, bien fait. Et certains épisodes m'ont vraiment appris plein de choses et en plus m'ont fasciné, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est disponible sur le site d'Arte. Ah, c'est génial. Voilà. Je tiens à dire que je les ai tous vus et j'adore aussi. Je recommande, je pense que c'est pour tous les niveaux et je recommande aussi à tous les mathématiciens et mathématiciennes d'aller les voir Ouais, hein. parce que, bien sûr, il y a différents niveaux de lecture et c'est génial. Franchement, c'est absolument génial. Ouais. Et c'est vraiment Ah, beau. Bah, moi, c'est j'adore sublime. leur graphisme, quoi. C'est des génies. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable. Et bon, quand on voit les gens qui sont derrière, on n'est pas surpris à la fois mathématiquement, non mathématiquement, toute cette interaction que ça ait mené à quelque chose d'aussi beau, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça montre justement que là, il y a un professionnalisme qui s'installe dans la diffusion des mathématiques au plus C'est grand vrai. nombre. Et il y a un moment, quand on est dans un moment charnière, et il faut essayer de prendre la balle au bon et de courir avec. Je sais pas quel sport on ferait ça, mais c'est pas grave. Ah, si, la Coupe du Monde de rugby, voilà, hop, c'est bon. OK, bon, bah, super. Et ben écoute, on va conclure. Donc, je conclue toujours avec la même question. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? Oui, alors,
l'enjeu que je trouve le plus beau et qui est un enjeu un peu à cheval entre le scientifique et la vie personnelle, c'est que je trouve qu'il y a cet enjeu de la vision que peuvent avoir les gens des sciences en général, qui je trouve est un enjeu primordial aujourd'hui dans notre société, c'est une question de civisme avant tout d'ailleurs. Et j'avoue que si je peux contribuer même un tout petit peu à ce qu'on revalorise les sciences comme étant une forme de savoir importante, qui est complémentaire de plein d'autres formes de savoir, je trouve que ce serait vraiment, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc, bien sûr, je pourrais vous parler du dernier résultat, enfin de la prochaine conjecture, etc. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais le vrai, je peux vous parler de ma vie personnelle, mais le vrai truc, je trouve là, qui arrive à être à l'équilibre des deux, entre les deux, et qui dépasse l'individu, c'est comment les gens peuvent valoriser, comprendre qu'il y a une valeur importante à savoir raisonner, à savoir penser, toutes les formes de savoir scientifique en général, qu'il y a une valeur et qu'elle vient complémenter, que c'est complémentaire de leurs autres convictions, etc. Ok, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et voilà qui conclut définitivement cette fois cet échange avec Hugo. C'était vraiment un très chouette moment, très agréable à enregistrer, que je suis heureuse de vous avoir partagé. Il a dit beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Mais si je devais en retenir une, qui m'a surprise et fascinée, c'est que, de sa propre analyse, face à la plus grande difficulté qu'il ait eu à affronter dans ses études, ce sont des aptitudes qu'il avait développées dans sa pratique du sport qui lui ont donné les ressources pour se dépasser. Je trouve que ça mérite d'être souligné parce qu'on a parfois tendance à compartimenter les aptitudes, les compétences, alors que dans les faits, cet exemple nous démontre bien que ça en fait pas de sens et que ça peut même être contre-productif. Donc voilà une leçon qui, selon moi, mérite d'être partagée et retenue. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous m'écoutez traditionnellement par un autre canal. Ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.